Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, docteur Serge Rafale. Bonjour Nicolas. Bienvenue dans votre rendez-vous santé, c'est bon pour la santé sur Radio J, où nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le docteur Pierre Sedbon. Bonjour. Tout le plaisir est pour moi. Eh bien, vous êtes un des rares cardiologues à vous intéresser de longue date au stress, et en particulier à ses conséquences sur le système cardiovasculaire, avec l'ouvrage collectif 6 ordonnances anti-stress en 2010 chez Thierry Soucard, Ma médecine anti-stress en 2014 aux éditions du Moment. Vous nous proposez votre petit dernier, voilà, qu'on montre à la caméra, puisqu'on fait la radio, c'est filmé maintenant. Voilà, votre ordonnance anti-stress pour protéger votre cœur, paru chez Le Duc. Une invitation à vivre mieux et plus longtemps, comme le suggère le sous-titre. C'est la première partie avec le docteur Serge Rafale. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Docteur Sedbon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et de venir nous livrer votre longue expérience d'une lutte acharnée contre le stress. Nous allons bien sûr le définir, comprendre ses risques pour le cœur. Vous nous expliquerez ensuite la méthode et l'ordonnance personnalisée que vous proposez pour vous y opposer ou le vaincre. Un regret d'emblée, vous constatez que ce sont surtout les psys qui s'occupent du stress, rarement les cardiologues. Parfaitement. Je pense que les patients gênés par le stress vont voir un médecin, éventuellement leur médecin traitant, et ça peut se résumer parfois à une prescription de tranquillisants, de psychotropes, qui parfois va se pérenniser. Et puis parfois, le patient qui n'est pas bien finit par voir un psy, et là, on est dans la spirale psychiatrique. N'oubliez pas que quand on a commencé à parler du stress dans les années 60-70, les médicaments, les psychotropes venaient d'arriver, et donc ils ont raflé la mise. Et les cardiologues n'ont plus... C'était une révolution quand même. C'était une révolution, mais il y en a eu d'autres. Et je crois qu'il ne faut pas oublier, c'est ce dont on va parler, que cœur et stress sont deux amis intimes qui s'adorent. Alors un petit peu d'histoire sur les facteurs de risque cardiovasculaire, vous venez de l'évoquer, mais en fait tout part juste après la Deuxième Guerre mondiale de Framingham, une petite ville de l'Est des États-Unis, où 25 000 habitants sont suivis depuis 4 ou 5 générations, depuis les années 50. Oui, ils ont été suivis et on s'est rendu compte que les facteurs de risque cardiologiques, cardiovasculaires étaient à la fête tous. Le tabac, le cholestérol, le diabète. Et puis, par contre, il y avait le petit négligé. On s'est rendu compte au fur et à mesure, dans les années 50 déjà, des cardiologues commençaient à en parler. Il semble que la personnalité, que le stress... était sous-jacent à tous ces risques et augmentait tous les autres facteurs de risque. Parce que quand vous êtes stressé, déjà vous fumez plus, vous mangez moins bien, vous êtes plus sédentaire. Donc le stress était derrière tout ça, mais n'était pas reconnu comme facteur de risque à part entière. Vous écrivez qu'il faut arrêter de penser que le stress, ça n'est pas grave. Le stress tue parfois. Le stress, beaucoup de gens, et fort heureusement, j'espère de plus en plus, diront que « je suis stressé, mais moi je vais très bien. » Cela ne nous intéresse pas. Les gens qui n'ont que du bon stress, qui les poussent en avant, même le docteur Anseli, qui est le premier médecin à s'être intéressé au stress, a sorti une phrase qui est une de mes préférées, « L'absence totale de stress, c'est la mort ». Donc on est d'accord là-dessus. Ce stress-là ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est tous les gens qui tapent à ma porte, qui éventuellement ont pris un rendez-vous, viennent me voir en me disant « Docteur, je ne sais pas ce que j'ai, mais j'ai des douleurs dans la poitrine, ça me pique, je sens mon cœur qui bat, je tremble, je n'arrive pas à dormir, j'ai des maux de tête, j'ai des malaises, j'ai des sensations de trac éventuellement si je suis sur scène ou si je prends la parole. » Bref, tous ces symptômes-là, que le cardiologue va étiqueter comme non cardiologique finalement. Après un bilan, un interrogatoire et quelques examens, le cardiologue dit au patient « Monsieur, votre cœur n'a rien du tout. Tout cela, c'est nerveux, c'est du stress. Bonne journée, cher ami. » Et puis le patient se retrouve dehors, avec toujours peut-être en partie rassuré par des examens normaux, mais avec une sentence qui est celle « C'est nerveux, c'est le stress. » Moi, mon travail commence à ce moment-là. Le stress chronique. Oui, le stress chronique est celui qui m'intéresse. Le stress aigu va toucher les gens qui ont eu
un décès brutal, qui ont assisté à un attentat ou qui ont été... C'est beaucoup plus rare, fort heureusement aussi. On parlait du mal de dos, le mal du siècle. Vous dites non, le mal du siècle, c'est le stress, même si une petite dose est nécessaire. Voilà, ce d'autant plus que le mal de dos est souvent lié au stress. On en a plein le dos, c'est bien connu comme phrase, et c'est souvent lié aussi à la tension nerveuse. Donc il a envahi tous les pans de notre vie quotidienne, le travail bien sûr, mais la vie privée, la vie personnelle, la vie familiale, amicale, amoureuse. Oui, le stress est partout, mais je crois qu'il faut surtout insister sur le stress dans le monde du travail. Actuellement, vous avez pratiquement, dans les dernières études, 1 personne sur 4 au travail qui se dit être stressée. Un peu plus de femmes d'ailleurs. Et le travail actuellement est une source de stress énorme, ce d'autant plus que la société n'a pas su adapter le travail à l'homme. Et il y a probablement avant tout un problème de hiérarchie qui est compliqué pour le salarié. Et il y a même des études très très intéressantes qui reviennent même aux singes dans les années 70. Nicolas en parlera. Je lui demanderai de parler des études de Zapolsky qui ont été faites sur les babouins. Tout à fait, c'est très intéressant. Par contre, le stress, nous, on le connaît sous le terme de burn-out, mais c'est pas exclusivement français ou européen. Il y a le karoshi, il y a le taku. C'est des formes extrêmes. Hein. Elles sont fort heureusement assez rares. Vous savez, c'est très à la mode. On en parle beaucoup du karoshi, du takotsubo. C'est de jolis noms exotiques qui cachent des choses extrêmement sévères, mais qui finalement sont assez rares dans notre quotidien. Nous, ce que l'on voit, heureusement, c'est pas ces formes ultimes de stress qui peuvent aller jusqu'à tuer les gens. C'est pas celle-là qu'on voit. On voit des gens gênés au quotidien qui en ont marre d'avoir des symptômes qui leur gâchent la vie et qui en plus favorisent le risque cardiologique. Puisque vous parlez des symptômes, alors vous nous expliquez qu'il y a 2 types de symptômes. Les symptômes, ils sont somatiques ou psychiques. Voilà. Alors, en fait, ce qui différencie, et on fait souvent un amalgame là-dessus qu'il ne faudrait pas faire, anxiété, angoisse, ce sont vraiment des symptômes qui touchent le cerveau humain, l'esprit humain et qui sont avant tout liés à des symptômes plutôt psychologiques. Le stress, ce sont des signes physiques que l'on a. Bien sûr qu'il y a une note mentale. Quand on est stressé, on se sent plus nerveux, on dort moins bien, on se sent sous tension. Mais au premier plan, il y a des signes cardiologiques, des signes thoraciques avec ce que je disais il y a quelques minutes, des palpitations, des douleurs, des oppressions, des blocages de la respiration. Quand on se sent bloqué pour respirer, qu'on est obligé de reprendre l'air, écoutez, pour moi, c'est tout simplement le signe, tout de suite en interrogeant le patient, qui signe le stress. Si vous ressentez ça, c'est que vous êtes stressé. Et là, on peut peut-être faire quelque chose pour vous. Déjà vous rassurer en vous disant votre examen cardiologique est normal, mais peut-être décider d'un traitement si jamais vous êtes trop gêné et que rien n'y fait. En fait, on apprend à vous lire que le stress est un facteur de risque de la maladie coronaire, mais que c'est une notion tout à fait récente. Hélas oui. On a commencé en 2004 dans une étude Interart à découvrir que le stress était un risque cardiaque. Mais si vous voulez, ça multiplie par 2. Mais en fait, c'est vraiment une étude en 2013 qui est apparue et sur 7800 personnes, je crois, et qui a démontré que se sentir stressé double le risque cardiaque, de faire une crise cardiaque. Donc cette étude est très claire. Elle a repris des cohortes de patients en Angleterre, dans des études qu'on appelait Whitehall sur le monde du travail. Se sentir stressé double le risque cardiaque. Je crois qu'il faut presque ne retenir que cela et donc faire tout pour limiter son stress. Comment le stress agit-il ? Alors, le stress agit tout bonnement, j'ai envie de dire, par des hormones du stress bien connues, l'adrénaline, le cortisol, la noradrénaline. Quand on est stressé, on fabrique plus de ces hormones qui vont être responsables des signes physiques de stress, donc palpitations, oppression, montée de tension éventuellement. Mais le problème de ces hormones, c'est qu'elles sont désagréables, on ne se sent pas bien. Mais elles sont aussi corrosives pour l'être humain. Elles abîment les artères, elles vont favoriser le dépôt d'athérosclérose sur les artères et elles favorisent le risque cardiaque. Donc le stress est aussi négatif pour notre organisme et avant tout pour le système cardiovasculaire.
Le cœur des dames est plus sensible au stress que celui des messieurs? Il semble que oui, parce qu'il y a pas mal de petites variations dans le cœur des femmes. Elles ont plus de récepteurs à l'adrénaline déjà. Elles ont des artères plus fines, donc elles se bougent plus facilement. Donc il semble en effet, il semble qu'elles soient plus sensibles à ce qu'on appelle au stress mental. Elles ont une charge mentale plus importante. Les femmes font tellement plus de choses que les hommes aujourd'hui dans notre société. Elles font la même chose que nous, avec quand même plus de responsabilités encore aujourd'hui à la maison, aux préparations, à l'éducation des enfants. Donc la femme est très, très, très sensible au stress, oui. On va voir maintenant comment gérer son stress. 2 grands chapitres dans votre livre, Éviter ses ennemis et Inviter les vrais amis. Les ennemis d'abord. Les ennemis, alors c'est le café, c'est le thé. Alors attention, il ne faut pas dire ne pas prendre de café ou de thé. Il y a même des études qui démontrent que café et thé sont excellents pour notre santé et même notre système cardiovasculaire. Le problème, c'est l'excès, ne pas dépasser 3-4 tasses de café ou de thé par jour. La cigarette augmente, chaque bouffée de cigarette augmente par 3 la sécrétion d'adrénaline instantanée. Donc vous avez une jolie formule, vous dites que la majorité des fumeurs ne fument pas parce qu'ils sont stressés, mais ils sont stressés parce qu'ils fument. Oui, je pense que c'est absolument vrai. Tout à fait. L'alcool, L'alcool excitants, est excitant. les boissons énergétiques. Bien sûr, elles contiennent de la caféine. Et il m'est arrivé de faire des diagnostics de petits jeunes ados qui viennent me voir, qui ont des palpitations, en les interrogeant en 30 secondes. « Tu bois du café, du thé ?» « Non, non, monsieur, je ne bois pas du tout. Du coca ?»« Ah oui, un bon litre de coca. » Ben voilà, la réponse, l'examen est fait. J'aime bien vos formules, docteur Sedbon. Vous dites, pour le travail, vous dites le stress rend le stressé dépendant du stress. Oui, ça peut arriver. On en connaît tous, des gens qui sont dépendants du boulot et qui deviennent stressés par le stress, quoi, en fait. Sur les vrais amis, je pense que Nicolas dira un mot tout à l'heure sur le sommeil, mais il y a bien sûr l'alimentation avec les oméga-3 et le magnésium. Vous dites beaucoup de bien du magnésium. Voilà. N'oublions pas, en passant brièvement, l'activité physique et sportive qui, je pense, est un truc énorme déjà pour protéger le cœur directement, mais pour déstresser l'être humain. La sédentarité est un énorme facteur de risque cardiovasculaire. Voilà, donc je pense que l'activité physique est bonne de tous les côtés où on la prend, elle est bonne. Et puis le magnésium, oui, j'aime beaucoup le magnésium. Je me suis rendu compte, il y a beaucoup d'études extrêmement positives sur le magnésium. On a aujourd'hui des magnésiums biodisponibles qui sont très bien tolérés, qui ne donnent pas des troubles digestifs. Si on espère, en mangeant bien, avoir 400 mg de magnésium par jour, c'est impossible. Donc, je crois qu'il faut de temps en temps se faire une petite cure de magnésium. Et si on sent sa paupière qui vibre, on a des petites douleurs dans les muscles, on est fatigué, pourquoi ne pas se faire une bonne cure de magnésium 2 ou 3 semaines? Le pharmacien saura vous guider dans cette jungle phénoménale de tous les magnésiums existants. Des aliments anti-stress, on cite souvent le chocolat. Personnellement, je préfère un bon couscous, mais je suis responsable de ce que je dis. Très culturel, c'est très identitaire. Non, le chocolat n'a absolument pas. En fait, plutôt les foies pour nous, Nicolas. C'est un choix personnel que je respecte. Non, pour finir sur le chocolat, c'est une légende. En fait, c'est la récompense, quoi. Le fait de manger l'aliment plaisir, ça peut être un morceau de pain bien chaud, ça peut être un gâteau, mais c'est surtout ne pas passer de temps à préparer un aliment. Et le chocolat a cette réputation. Maintenant, c'est vrai qu'il contient des flavonoïdes, c'est bon pour la santé, un peu de magnésium, mais il ne faut pas faire dire au chocolat ce qu'il ne peut pas dire. Voilà. Alors, on va voir maintenant ce qu'il faut faire. Alors, il y a bien entendu les méthodes qui sont axées sur la respiration et le relâchement musculaire. Voilà. Ce sont les méthodes toutes de relaxation. Il y en a plusieurs. Vous en citez quelques-unes là, dans votre livre, la relaxation, la méthode de Jacobson, le training de Schultz, les shiatsu, la réflexologie, la sophro, le yoga. Je ne fais hélas que les citer parce que je ne les connais pas toutes, mais je les confie, il m'arrive de confier des patients à des professeurs de yoga, à des gens qui font de la relaxation, à des psys aussi, des psychologues qui s'occupent mieux de ça que moi. Est-ce que le cardiologue s'occupe de la cohérence cardiaque? Alors ça, par contre, c'est une technique facile à mettre en œuvre
qui est extrêmement rentable pour celui qui est stressé, et bon nombre de musiciens, de présentateurs radio-télé, avant leur émission, se prennent 4-5 minutes pour se faire une petite séance de relaxation par le biais de la cohérence cardiaque. C'est enfantin, il suffit de respirer tranquillement 6 fois par minute en prenant soin d'éteindre son portable, bien évidemment. Les méthodes, alors vous dites la psychothérapie est inadaptée aux stressés. Je suis peut-être allé un peu loin en disant ça. Je pense, oui, dans un premier temps, il faut avant tout... vous savez, le stressé vient voir le médecin parce qu'il a mal, parce qu'il n'est pas bien, parce qu'il est gêné. Donc, il ne s'attend pas à avoir un psychologue devant lui, il s'attend à avoir un médecin qui lui propose une solution rapide. Donc, moi, déjà, je l'interroge, je l'examine, je fais quelques examens cardiologiques et lui dis, voilà, votre cœur, monsieur, il n'a rien du tout, il est normal, tout va bien. Donc, déjà, il a envie d'entendre ça. Après, il s'attend à une stratégie. La stratégie, c'est tout ce qu'on a dit. Et alors, moi, je me prends un malin plaisir avec mon âge avançant. Chaque fois que j'arrive à ne pas proposer un médicament à un patient, je suis très heureux. Je fais tout pour éviter un traitement à quelqu'un. Mais ça peut des fois aller jusqu'au traitement et le patient sera satisfait parce qu'il ira bien s'il y a une indication à un traitement réel. Les thérapies cognitives et comportementales peuvent bien sûr aider. Ah, mais je ne m'y oppose pas. Il m'arrive de renvoyer des patients vers un psychologue ou un psychiatre quasiment tous les jours parce qu'en interrogeant le patient ou la patiente, je me dis, mon cher docteur Sedbon, ça n'est pas pour toi, ça n'est pas ton domaine, il faut passer la main. Il ne faut jamais hésiter pour un praticien, quelle que soit son expérience, à passer la main, bien évidemment. Et si ça ne suffit pas, les médicaments. Alors, dès qu'on pense au stress, on pense aux psychotropes. Et vous dites non, ce ne sont pas les psychotropes qui aident le stressé, c'est des produits qui sont des produits de cardiologie. Voilà. Les psychotropes peuvent être intéressants momentanément dans certaines situations de deuil, de tristesse. Ils sont souvent, hélas, trop mal employés et trop employés, tout simplement. Alors, que sont les bêta-bloqueurs ou bêta-bloquants ? Ce sont des médicaments qu'utilisent depuis 40 ans les cardiologues, ou même plus, et qu'utilisent aussi depuis 40 ans nos acteurs, nos cinéastes, nos présentateurs télé, nos animateurs. Je connais quelques-uns qui prennent ce type de médicaments parce que les bêta-bloquants agissent tout simplement en diminuant l'action de l'adrénaline sur nos organes. Donc tous ces symptômes qu'on peut avoir, qui vont du tremblement à la palpitation, à l'oppression thoracique, se voient disparaître, se voient gommer, j'ai envie de dire parfois, mais ce n'est pas moi qui le dis, comme par enchantement, les patients parlent de miracle. Alors bien sûr, ce sont des médicaments. Il ne faut pas nier qu'ils peuvent avoir des contre-indications, qui peuvent avoir des effets indésirables. Il y a plusieurs contre-indications. Certaines sont formelles, d'autres sont relatives. Finalement, quand on sait se servir de ces médicaments, qu'on emploie les molécules les plus modernes, qu'on fait avant un électrocardiogramme pour éliminer certaines contre-indications, très honnêtement... C'est très important, docteur Sedbon. Bien sûr. Avant d'utiliser un bêta-bloquant, il faut quand même un électrocardiogramme. Tout à fait, ne serait-ce que parce que, comme je vous le disais il y a quelques instants, la plupart des gènes pour quelqu'un de stressé sont dans la paroi, dans le thorax, et donc il faut déjà rassurer le patient. La deuxième position, si vous faites un électrocardiogramme et vous tombez sur un rythme cardiaque rapide et que le patient est gêné, le bêta-bloquant va être sa solution. Donc là, ça vaut peut-être le coup de l'utiliser, bien évidemment. On disait autrefois, l'asthme est une contre-indication des bêta-bloquants. On a dit beaucoup de choses dans le passé et justement, je veux nuancer parce qu'on en est resté là. Vous voyez, c'est ça un peu le problème. On en est resté au propanolol, l'avlocardil, paru en 1960, qui était un bêta-bloquant peu non sélectif, ce qui veut dire en français... C'est important. Voilà, vous dites maintenant, on a des bêta-bloquants on a des cardiosélectifs. Des molécules cardiosélectives qui permettent d'éviter de favoriser ou d'aggraver un asthme. Ceci dit, je reste vigilant. Quand j'ai un patient ancien asthmatique ou asthmatique modéré qui est très stressé,
je lui explique qu'on va essayer un médicament qui devrait lui faire beaucoup de bien, mais il peut avoir à côté de lui un flacon de Ventoline, et au cas où il y a une réactivation de l'asthme, il arrête le traitement et il se fait une à deux bouffées de Ventoline. Mais ça reste exceptionnel. Dans mon expérience, quand c'est bien prescrit, quand c'est bien donné à la personne qui doit prendre ce bêta-bloqueur, il n'y a normalement que du bonheur, avec très peu d'effets indésirables. N'oublions pas que le bêta-bloqueur est considéré comme un dopant dans le sport de compétition, donc il ne fatigue pas. Le bêta-bloqueur est un médicament qui est protecteur du cœur. Hélas, aucune étude prospective, et j'appelle de mes voeux qu'elle ait lieu, aucune étude actuellement ne prend des personnes stressées qu'on mettrait sous bêta-bloqueur, qui se sentent beaucoup mieux. Mais est-ce qu'on gagne en termes d'espérance de vie, de diminution du risque cardiaque? On a cette certitude, mais chez des gens qui sont malades du cœur, là, ça a été démontré. Par contre, chez la personne saine, uniquement stressée, ça n'est pas démontré et c'est fort dommage parce que je pense qu'on aurait de belles surprises. Les bêta-bloquants pour tous les stressés. Des bêta-bloquants pour tous les stressés, gênés, énormément, qui ont tout essayé avant, parce que, attention, j'insiste lourdement, tous mes patients qui viennent me voir ou qui me consultent n'auront pas forcément un bêta-bloqueur. Je suis ravi quand j'arrive à expliquer, à rassurer quelqu'un sur son stress, éventuellement lui donner des conseils, à le mettre au sport, à lui faire un peu de relaxation, lui donner du magnésium et qu'on évite un véritable traitement. Mon but est d'éviter un traitement. Mais par contre, je ne veux pas que si on donne de traitement, je ne le souhaite pas, ça soit un tranquillisant à quelqu'un qui va devenir un peu drogué et chez qui on va favoriser les maladies d'Alzheimer et des tas d'autres choses. Le bêta-bloquant est beaucoup plus sûr et en plus beaucoup plus efficace sur les symptômes physiques que présente la personne stressée. On peut là maintenant aller sur votre ordonnance anti-stress personnalisée. Vous venez de nous donner voilà, les grandes lignes. Comment vous procédez ? Bien, écoutez, en fait, après avoir examiné la personne, avoir discuté avec elle, m'être assuré qu'il n'y a pas de problème. Vous expliquez d'ailleurs, vous dites que c'est une démarche en 3 temps. Il faut bien écouter les c'est symptômes, capital, écouter le patient, le rassurer et le traiter. Capital, ça prend du temps. Et puis, si je pense que le traitement peut faire du bien à la personne qui est devant moi, je vais lui proposer, je vais dire, écoutez, voilà, on peut essayer un bêta-bloqueur qui va simplement diminuer l'adrénaline qui circule un peu trop chez vous, et ça vaut peut-être le coup d'être essayé, et j'essaye pour 2-3 mois le traitement, en disant au patient que s'il a le moindre problème avec ce traitement, il m'appelle, ce qui arrive de temps en temps, des fois il faut réadapter son traitement, mais au bout de 2-3 mois, je ne vous dis pas, les gens débarquent à mon cabinet en me laissant même pas parler et en me disant « Écoutez docteur, c'est hallucinant, c'est génial, je vais 1000 fois mieux, je ne suis plus stressé, je n'ai plus de symptômes. » Quand tu vois ces miracles et que tu vois qu'on n'en parle quasiment pas, en tant que médecin, tu es un peu inquiet. Voilà, c'est la fin de cette première partie et nous donnerons quelques autres pistes dans... on va pas se gêner, on est toujours en compagnie du docteur Pierre Sedbon, votre ordonnance anti-stress pour protéger votre cœur. Et puis on pense à Pierre Corneille, s'il avait dit « Rodrigue, as-tu du stress ?» Ça rimait moins quand même. Non, c'est moins bien, ça sonne moins bien. Ça Bon, sonne moins. allez, on se retrouve en deuxième partie, à tout de suite. Yes, my heart belongs to my daddy. Da 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 da. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafal. Radio J.
Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Nos stress de retour pour cette deuxième partie de C'est bon pour la santé, toujours en compagnie de Pierre Sedbon, docteur Pierre Sedbon, cardiologue. Un plaisir de vous avoir pour cette ordonnance anti-stress pour protéger votre cœur. La méthode pour vivre mieux et plus longtemps, parue chez Le Duc. Alors une fois n'est pas coutume, celui qu'on appelle magnésium, tellement il est zen, Vladimir Mitz, est avec nous pour faire sa chronique un petit peu plus tôt dans l'émission, mais vous allez voir qu'il va nous parler du stress probable chez les praticiens, chez les chirurgiens. Vladimir. Est-ce qu'on a un petit jingle ? Alors, Vladimir, on n'a pas de petit jingle, c'est pas grave. Bonjour. Bonjour mes chers amis. Eh bien, moi j'ai beaucoup appris grâce au docteur Sedbon et je regrette de ne pas avoir appliqué toutes ces recettes. Je sais que j'ai quelques collègues qui prenaient de l'avlocardil, effectivement, avant d'opérer. Mais sachez que pour nous, chirurgiens, on vit avec le stress et c'est notre première mariée, c'est notre première femme. Elle est tout le temps là, dans notre lit et en permanence, parce que le stress est quelque chose qui est permanent dans notre profession. Et pourquoi est-ce qu'on a du stress ? Parce qu'on a envie que le patient guérisse, que l'opération se passe bien, que les suites soient simples. Et comment faire ? En fait, on fait comme un architecte. L'architecte, pour que la maison tienne, il a besoin de fondations. Et donc pour nous, toute notre éducation, c'est d'essayer de construire ces fondations sous notre activité. La première, c'est l'anticipation de tout ce qui peut se passer. Ça se commence d'ailleurs par la checklist que fait la penseuse quand le patient va être endormi pour vérifier que tout va bien. C'est pour nous aussi le fait qu'on a visionné l'opération dans notre cerveau juste avant d'opérer. C'est-à-dire qu'on se fait un film, un peu comme un skieur qui va dévaler une pente qu'il ne connaît pas pour un championnat du monde, mais il l'a repéré, il a regardé comment c'est, et on fait déjà à l'avance tous les gestes qu'on doit faire. C'est la deuxième partie. La troisième partie, c'est d'être prêt à toute anomalie, tout ce qui peut se passer. On est là, on est hyper réactif. Et donc c'est pour cela que les chirurgiens ne doivent pas boire d'alcool, ne doivent pas se droguer, parce que n'importe quoi peut arriver et nous devons réagir à l'instant. Je parle par exemple d'une hémorragie. Si une hémorragie se produit, il faut tout de suite avoir les techniques pour la bloquer. Et si la première technique ne marche pas, il faut déjà en avoir une autre. Enfin, la quatrième fondation que nous avons, c'est l'optimisme. Je dois dire que pour nous, c'est très important de savoir qu'on a quand même plus de chances de guérir le patient que de le voir disparaître. Et donc, le chirurgien est quelqu'un qui est un homme heureux. Par contre, c'est vrai que le pire des stress que nous ayons, c'est quand l'opération est terminée et que nous nous disions peut-être que ce patient ne va pas être content. Et ça, c'est un élément qui est psychologique chez nous, parce qu'on ne sait pas comment le patient va réagir. On a tout maîtrisé. La technique, la table, les instruments, la coagulation, mais la psychologie du patient nous reste un petit peu inconnue. Et c'est là que je vous parlais d'anticipation. C'est donc avant d'opérer, il y a encore avant d'opérer, qui a été de connaître le patient, de lui avoir délivré ce qu'on appelle une information. Les gros problèmes que nous avons actuellement avec les patients mécontents, parce que ça existe, c'est que ces patients nous diront tous, parfois par le biais de leur avocat, « Je n'ai pas compris ce que vous m'avez dit avant. Vous ne l'avez pas bien expliqué. » Et donc, maintenant, notre méthode moderne pour diminuer ce stress, c'est d'avant une intervention, être certain que nous avons délivré une bonne information. Et je crois que ça rejoint un petit peu à ce que vous aviez dit. C'est cette méthode de respiration avant de parler et avant d'opérer, avant d'être un présentateur de télé. Mais nous, chirurgiens, on doit apprendre à respirer, comme vous l'avez si bien mentionné, pour écouter ce que le patient a à nous dire, ne pas l'interrompre, ça peut prendre du temps, et ensuite de l'informer. Ceci dit, quand vous nous délivrez votre information avant une chirurgie, je peux vous dire que nous sommes particulièrement stressés en tant que patient. Ah, oui. C'est le moins, vous pouvez mourir, les choses sont assez crûment pour qu'on les comprenne écrites, mais c'est assez stressant quand on est de l'autre côté du barreau, j'ai envie de dire. De la même façon, on a beaucoup de patients qui lisent les notices des médicaments et qui parfois n'osent pas prendre le médicament. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, vous avez absolument raison. D'ailleurs, tout est fait pour que le patient ait peur. Oui. C'est vraiment, il faut le dissuader. Le mieux, ça serait les algues, la laitue. Mais ça ne marche pas toujours. Mais ça ne marche pas toujours. Alors, qu'est-ce qui se passe, Vladimir ? C'est le patient, quand il est mécontent et
Et alors que vous l'aviez prévenu, que vous l'aviez guidé pas à pas pour lui donner l'information la plus claire possible, le patient mécontent, qu'est-ce qui se passe alors? Alors, il y a 3 scénarios. Le premier scénario, c'est que le patient est mécontent, mais tout de suite après l'intervention, et en fait, c'est son stress préopératoire qui explose. C'est un peu comme une bombe à retardement. Donc là encore, il faut se taire, écouter, et puis nous avons des arguments objectifs. On a les photographies pour lui montrer comment il était avant, comment il est immédiatement après l'opération. On a le compte-rendu opératoire, c'est qu'on lui explique ce qu'on a fait. En général, cette situation-là, dans le post-opératoire immédiat, on arrive à la maîtriser. Ensuite, il y a tous, je dirais, dans les 3-4 jours qui suivent l'intervention, certains patients sont hyper anxieux. Ils sont tellement stressés par ce qu'ils ont subi que pour eux, c'est comme s'ils n'avaient pas encore été opérés. Ils vont téléphoner 10 fois pour être certains que tel geste a été fait. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils doivent prendre une douche, ne pas prendre de douche, se coucher, rester debout? Il y a une angoisse qui est terrible. Et le seul moyen d'y répondre, c'est d'être présent, c'est de ne pas s'énerver. Parce que si, en tant que praticien, je pense que c'est pareil pour les médecins, si on s'énerve, on rompt en quelque sorte un lien et tout ira mal. C'est mauvais pour le cœur. En plus. C'est mauvais pour le cœur. Et puis, il y a l'insatisfaction à long terme. Alors ça, c'est quelque chose qui est plus compliqué pour nous. Et nous avons à déplorer en tant que chirurgiens le fait d'être très mal formés à la psychologie. Nous sommes incapables de déterminer chez un patient qui vient nous voir si c'est un schizophrène, si c'est un borderline, si c'est quelqu'un qui même peut être dangereux. Chaque année, il y a au moins un chirurgien esthétique qui est tué ou gravement blessé par un patient qui est un schizophrène, qui devient violent sans qu'on l'ait déterminé avant. Et donc, c'est un métier dangereux que d'être chirurgien esthétique. Encore aujourd'hui, sur la formation à la psychologie des chirurgiens, c'est pas complètement fait, c'est pas complètement arrivé. Mais Ni je pense chez que les chirurgiens, ni chez les médecins. Ni chez les médecins, c'est comme l'éducation vis-à-vis du stress. Elle est absolument pas faite. Il n'y a pas d'enseignement du traitement du stress. Heureusement que vous êtes là. Écoutez, on essaye de pallier, mais on ne fait que pallier. C'est ça le drame. On ne fait que pallier. Ouais. Merci Vladimir, c'était la chronique sur le stress des chirurgiens. Il y a également le stress des patients, vous reviendrez une prochaine fois, mais vous en avez parlé d'ailleurs, vous l'avez abordé là dans votre chronique. À la semaine prochaine, cher Vladimir. On continue avec vous, docteur Pierre Sedbon, sur cette ordonnance anti-stress pour protéger le cœur. Paru chez le Duc, vous en avez parlé en première partie, on peut dire plaidoyer pour les bêta-bloquants. Je pense que depuis 30 ans, c'est la première très bonne nouvelle dans la prise en charge du patient uniquement stressé. Oui, c'est la seule bonne nouvelle parce que franchement, tout ce qu'on essaye de faire à côté, la relaxation, le yoga, les patients sont déjà informés, les livres de développement personnel sont pléthores et donc les patients ont déjà tout essayé. Et on leur amène une possibilité d'un traitement médicamenteux assez bien contrôlé, assez bien connu et qui peut marcher dans certains cas de manière assez dingue. Vous dites qu'il faut accompagner le patient parce que sinon il va se perdre tout seul dans la jungle des méthodes qu'on peut lui proposer. Bien sûr. Autant que ce soit un médecin qui aide le patient à gérer son stress et pas que le patient se débrouille tout seul dans la jungle. On dit même le business du stress. C'est phénoménal tout ce qu'on peut proposer aux patients pour lutter contre le stress. Et vous déplorez que le réflexe des médecins soit de prescrire un tranquillisant. Quelqu'un qui est stressé, on va lui prescrire un tranquillisant, parfois des antidépresseurs. Écoutez, parfois c'est justifié. Parfois, c'est surveillé, parfois, c'est contenu, le médecin revoit le patient. Tout ça peut très bien se passer. Mais hélas, les médecins ont de moins en moins de temps, les médecins sont de moins en moins là, et ce n'est pas de leur faute. On ne va pas faire parler politique, mais il va manquer des médecins de plus en plus. Et on ne peut pas demander à un médecin de voir quelqu'un d'anxieux ou de stressé tous les 15 jours. Il n'a plus le temps aujourd'hui. Donc, c'est un sacré problème, je pense. Et je crois que les prescriptions de tranquillisants, oui, sont un peu trop rapides et je dirais même sont de plus en plus rapides. On a des adolescents qui viennent nous dire « je prends du Lexomil ». Comment l'ont-ils vu? Je ne suis pas persuadé que ce soit un médecin qui lui ait prescrit. Donc la situation me paraît assez toxique sur le plan psychotrope en effet. Malgré cette situation, est-ce que vous invitez quand même la population à venir consulter un cardiologue, même si, je ne parle pas du stress là, mais tous les combien faudrait aller consulter son cardiologue? Cette question est très intéressante. Déjà, je vous arrête tout de suite. Oui, il faut consulter un cardiologue, mais surtout, je voudrais lancer un tout petit message. La femme, aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'on a 200 femmes par jour qui meurent du cœur. C'est quasiment autant que d'hommes.
et c'est 8 fois plus que ne tue le cancer du sein. Or, est-ce que vous entendez une fois dans les médias dire un médecin, un cardiologue éventuellement, Madame, vous avez 40 piges, pensez à consulter au moins une fois un cardiologue. Ce message ne passe pas. Et il faut absolument le passer parce que les femmes sont les grosses perdantes actuellement dans le cadre cardiovasculaire. Les hommes aussi, moi je pense qu'à partir de 40 ans, oui, un bilan s'impose. Et si vous êtes stressé, fumeur, en surpoids, mangeant mal, éventuellement avec du diabète, ne pas arriver avec des grands yeux pour voir un cardiologue. Moi j'ai des patients qui viennent me voir à 65 ans. Je ne sais pas pourquoi je viens vous voir. C'est mon médecin qui a tenu à ce que je vienne vous voir. Et quand tu lis l'ordonnance, t'es mort de rire parce que le patient, il a du diabète, il a de l'hypertension. Non, il faut un bilan cardiologique de principe autour de 40 ans chez tout le monde. Je sais qu'on manque de médecins, que les cardiologues n'ont pas de place aussi dans leur agenda, mais c'est pas grave, on attend 6 mois, on attend 3 mois, mais au moins on a une consultation réelle. Et dans un monde idéal, tous les combien la fréquence, ce serait quoi ? Je crois que si on est plutôt mince, qu'on ne fume pas, qu'on n'est pas particulièrement stressé, qu'on fait attention à son alimentation, à partir de 40 ans, à peu près tous les 3 ans, se faire un examen du cœur. Et éventuellement, entre 50 et 60 ans, le meilleur examen de dépistage que doit vous prescrire un cardiologue, c'est un scanner coronaire ou une épreuve d'effort avec scintigraphie cardiaque. Ce sont des examens barbares mais faciles, mais qui permettent surtout d'être beaucoup plus, disons, plus précis, plus fin pour dépister la maladie coronaire, c'est-à-dire ces petites artères du cœur qui commencent à se boucher. C'est nouveau, l'irruption de l'imagerie dans votre spécialité. C'est nouveau, mais c'est fabuleux. Très honnêtement, l'épreuve d'effort, je n'en demande quasiment plus, sauf dans le suivi cardiaque. Déjà, quand vous demandez à une femme de faire une épreuve d'effort, n'oubliez pas que l'appareil a été conçu par des hommes pour des hommes. Et donc, la femme, au bout de 3 minutes, ne va pas assez pédaler. Et donc, on va lui dire, madame, votre examen est normal. Non, votre examen n'est pas valide, madame. Il n'est pas fiable. Donc, je pense que le scanner coronaire, au prix d'une petite injection d'iode prudente par des gens qui savent le faire, est un examen beaucoup plus fiable aujourd'hui pour dépister la maladie coronaire. Je pense qu'il se discute à partir de 50 ans, mais en tout cas, à partir de 60 ans, c'est un examen que tout le monde doit avoir. Et je pense que ça se passera comme ça dans les années à venir. Pourquoi les femmes ? Vous avez parlé des femmes en premier, 200 cas par an. Très vulnérable après la ménopause. Oui, voilà, tout à fait. C'est vraiment ça la réponse. La ménopause, la chute des estrogènes rend la femme particulièrement sensible au stress et aux maladies cardiaques aussi. Alors, dans votre livre, Ordonnance anti-stress pour protéger du cœur, il y a des exemples qui sont fort intéressants. Alors, il y a cet exemple, si vous faites partie, vous, auditeurs, auditrices, d'une entreprise, n'écoutez pas cet exemple, parce que c'est l'exemple sur les babouins que j'ai trouvé assez saisissant. L'étude de Sapolsky, c'est le nom de ce neurobiologiste, professeur à Stanford. Alors, il va voir, ça s'est passé au Kenya. Oui. Voilà, il va voir les babouins qui sont pas particulièrement menacés par des prédateurs, donc il les laisse s'organiser entre eux, la vie sociale inter-babouin, il leur laisse du temps libre, voilà, donc alors là, ils ont du temps libre pour se battre. Surtout pour créer des histoires. Pour créer des histoires, oui, pour se harceler les uns les autres. C'est extraordinaire. Et que se passe-t-il alors sur la différence entre les dominants et les dominés là, c'est ça que l'enseignement des études de Robert Sapolsky est fabuleuse. Il a endormi des babouins. Et il a fait des prélèvements biologiques et aussi histologiques montrant que les artères étaient abîmées par les hormones du stress ou que dans le sang, il y avait beaucoup d'hormones du stress. Et il a fait ça aussi bien, c'est une échelle pyramidale, la Société des babouins, comme une entreprise, une grosse entreprise. Et donc, on s'est rendu compte que le risque de maladie, le risque cardiovasculaire était plus important au bas de l'échelle hiérarchique que au niveau. Moi, je pensais personnellement que le patron pas du tout. Responsabilités. Oui. La notion peut-être de fusible fait que les gens, en fait, l'être humain est très complexe. Il semble que si tu as une mauvaise, un mauvais ressenti sur toi-même, que tu n'es pas heureux de ce que tu fais, cela majore ton risque de stress, augmente ton stress et augmente ton risque. C'est l'écologie personnelle dont vous parliez en début d'émission. Voilà. Je crois que c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a quelqu'un qui avait lancé quelque chose qui m'intéresse beaucoup, ce qu'on appelle les hiérarchies multiples, c'est dur à dire. Tout simplement, si vous êtes au bas d'une échelle pyramidale, que vous vous ennuyez, que vous vous embêtez, que vous ne vous retrouvez pas là-dedans,
Eh bien, si par hasard, à côté, vous faites de la peinture, vous faites de la poterie, vous vous occupez d'une petite équipe de football, eh bien, probablement, vous diminuez votre risque cardiovasculaire. Une activité Voilà, valorisante. il faut se valoriser. L'être humain a besoin d'être valorisé. C'est pas ce qui se passe au bas de l'échelle pyramidale dans une société, hélas. De l'importance de se connaître soi-même. Alors là, je vais prendre un autre exemple tout à fait saisissant également, et vous allez me faire vos commentaires, et puis vous allez rédiger votre ordonnance à la fin de cet exemple, mais qui est dans le livre. C'est Jérôme, directeur financier d'une grande société, est soumis à une importante pression professionnelle. Il craint un licenciement économique. Depuis 1 an, il ressent une oppression thoracique, des palpitations. Il éprouve beaucoup de mal pour s'endormir. Son médecin lui a prescrit, vous en avez parlé tout à l'heure, du magnésium et du Lexomil, qu'il a stoppé à cause d'une somnolence diurne. Il ne pratique aucune activité physique, car n'en a ni le temps ni l'envie. Il fume 20 cigarettes par jour, l'examen est nul et le cœur est accéléré autour de 100 battements par minute. Pour moi, ce patient représente la prescription parfaite, idéale pour un bêta-bloqueur. Parce que c'est un monsieur qui ne fera rien de plus que ce qu'il fait, qu'il faut protéger. Lui donner un tranquillisant, il n'en veut pas, il ne le supporte pas, ça le fait dormir. Lui donner un bêta-bloqueur, il a un rythme cardiaque rapide, ça veut dire que le bêta-bloqueur va marcher, va être très efficace et donc va diminuer la quantité d'adrénaline, disons, toxique. Et on va probablement protéger le patient, mais ça, on n'en a pas la preuve, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Par contre, on va faire qu'il va se sentir beaucoup mieux. Et ce patient reviendra peut-être, je crois que ce n'est pas le cas de cette histoire que je raconte d'ailleurs, puisqu'il n'a pas supporté le traitement, me semble-t-il, mais la plupart des gens, c'est mon cheval de bataille, c'est mon cœur de cible, ce sont ces patients-là qu'on peut améliorer énormément par bêta-bloqueur. Énormément. Vous proposez également un traitement de fond dans ces cas-là? Ah, de toute façon, le traitement bêta-bloqueur, pour moi, est un traitement de fond. C'est-à-dire que je commence par une faible dose, test, que j'augmente progressivement. Je donne les bêta-bloqueurs qui me paraissent les mieux tolérés, les plus efficaces. Je sais lesquels, je donne des noms d'ailleurs. Les cardiosélectifs, bien sûr. Et très honnêtement, au prix d'une prise éventuellement quotidienne, des fois le matin, des fois le soir, la personne va aller beaucoup mieux. Et je vais vous dire, mon problème, c'est le problème des patients aussi, ils sont tellement bien qu'ils n'ont pas envie d'arrêter le traitement. Alors ils me disent, docteur, en ce moment, je ne peux pas arrêter, hein. Ma vie est trop compliquée, j'ai besoin de le garder. Mais il n'est pas dangereux à mon avis. N'oubliez pas qu'on a des patients qui vont prendre ce type de traitement toute leur vie à cause d'une maladie cardiaque. Ce médicament est peu dangereux. Il peut parfois être pris pendant même une grossesse. Il y a très peu de médicaments qui sont tolérés pendant une grossesse. Donc j'ai une excellente tolérance et une excellente expérience avec ce type de médicament dans le cadre du stress non géré par tout le reste. Et quand quelqu'un est géré par les bêta-bloquants, c'est là où je le prends. Je le prends de côté au bout de 3 mois, je dis « tu vas bien, tant mieux, tu prends un traitement. Si tu ne souhaites pas prendre ce traitement à vie, réveille-toi, pose-toi les questions sur ta vie, fais une psychothérapie, commence à faire du sport, essaye la relaxation, essaye tout ce que tu veux, mais prends-toi en charge. » Ça intervient donc dans un second temps. Il y a des gens qui sont prêts à le faire dans le premier temps, mais beaucoup de gens vont avoir la force et l'envie de se battre pour eux-mêmes que quand ils iront mieux. Et à ce moment-là, des fois, je fais la chose à l'envers. Mais là, c'est une sensation personnelle de praticien. Bon, on vient d'avoir Jérôme au téléphone. Il arrête d'être directeur financier d'une grande entreprise. C'était la solution. Il va je se n'osais remettre pas lui dire. Il va se remettre au sport. Et puis... Alors tiens, un deuxième cas, mais qui va intéresser, je pense, aussi nos auditeurs et qui, pourquoi pas, ont des enfants, des petits-enfants. Voilà. Yannick, 17 ans, terminale scientifique, beaucoup de travail. Il a beaucoup de travail. Il cède de Red Bull et de Coca. On en a parlé dans la première partie. Il est préoccupé par son avenir, par sa santé également. Il ressent en effet fréquemment des coups d'aiguille dans le cœur et des accélérations brèves et désagréables du rythme cardiaque. Il consulte son médecin qui lui a prescrit de l'euphytose. Sa tension artérielle est élevée, son cœur rapide autour de 90 battements par minute. Pareil, qu'est-ce que vous dites à Yannick, 17 ans? Enfin, pour nos auditeurs, l'euphytose, c'est de la phytothérapie. La phytothérapie peut permettre des fois de passer un cap. Hein. Je n'ai rien contre la phytothérapie, d'ailleurs, je m'en sers très très souvent. Mais pour ces jeunes-là, oui, c'est là où il faut me battre, c'est là où je me bats
pour essayer d'éviter toute médicalisation à outrance et chronique. Parce que ce jeune homme, vous le mettez sous bêta-bloqueur, il ne va pas vouloir arrêter, il va être bien. Peut-être qu'il n'y a pas de danger, mais je ne peux pas vous assurer qu'il n'y a pas de danger à prendre un médicament à vie. Aucun médecin ne pourrait dire cela. Donc je pense que sur ce type de jeune homme, je vais passer un temps fou à lui montrer son cœur, à lui montrer ses examens, à le rassurer. Tes coups d'aiguille, c'est seulement nerveux, ne t'inquiète pas, relaxe-toi, fais du sport, prends du magnésium, prends de la phytothérapie peut-être à plus forte dose, et si vraiment ça ne va pas, tu viens me revoir. Quelles explorations vous allez proposer à ce jeune homme? Ce jeune homme, l'interroger déjà. Déjà, en l'interrogeant, on n'est déjà pas inquiet si on est un praticien qui connaît un peu son travail, comme la plupart, heureusement. Ensuite, je fais un électrocardiogramme. Et ensuite, éventuellement, une échographie, qui est un examen maintenant qui est devenu banal en cardiologie et qui, à mon avis, est l'examen crucial. Combien de gens qui avaient un cœur gros, des cardiomyopathies, des tas de problèmes, n'ont pas été dépistés dans le cadre du sport, alors qu'une simple écho leur aurait permis de le faire en 5 minutes. Donc le faire même chez quelqu'un de jeune. Ah, moi, je pense que tout jeune homme qui vient vous voir, il faut en profiter pour le voir sérieusement. Faire un électro et une écho, ça prend 35 minutes. Et le jeune homme est content pour 10 ans. On est tranquille pour 10 ans s'il n'y a pas de souci particulier. Comment vous prescrivez le magnésium? Vous avez dit tout à l'heure que par l'alimentation, on ne pouvait pas arriver aux doses suffisantes. Vous en donnez systématiquement à vos patients stressés? De plus en plus fréquemment. De toute façon, ça n'est pas incompatible avec, bien sûr, les bêta-bloqueurs que j'emploie assez souvent. J'utilise des molécules, les pharmaciens les ont tous, le Destress ou d'autres, ou le MAC2 à forte dose. Il y a de plus en plus, alors les laboratoires ont besoin d'argent, hein, donc ils n'arrêtent pas de nous créer des produits de plus en plus dosés, de mieux en mieux tolérés. Donc, à la limite, le pharmacien est meilleur conseiller que le médecin que je suis, et lui connaît le dernier magnésium qui semble être le meilleur. Il n'y a pas de contre-indication à l'utilisation du magnésium? Non, le magnésium en surdosage est éliminé par le rein à partir de 17 ans, franchement. Par l'intestin, c'est pas laxatif un petit peu? Alors oui, mais plus les magnésiums actuels. Franchement, on a une tolérance fabuleuse avec les magnésiums actuels. Et j'ai plus ce problème que j'avais il y a 10 ans. Autrefois, avec des fortes doses de chlorure de magnésium, voilà, où les patients prenaient 5 grammes, des sachets très dosés. Ça, c'est fini. Maintenant, on a ce qu'il faut. Et je pense que le magnésium est un bienfait. Quand on me parle de compléments alimentaires, le seul auquel je crois, c'est le magnésium, personnellement, qui est quand même bien toléré et qui fait preuve d'efficacité au quotidien. Un mot sur le sommeil, on arrive presque à la fin de cette émission. C'est un cercle vicieux puisque le stress empêche de dormir et plein d'études, de nombreuses études montrent que dormir 6 heures ou moins de 6 heures par nuit augmente le risque de pathologie cardiaque de 48%, d'AVC de 15%. Les bêta-bloquants favorisent le sommeil? Le bêta-bloquant n'ont pas d'action particulière sur le sommeil, mais ceci dit, dans mon expérience qui commence à être importante dans ce cadre-là, il y a des tas de patients et de patientes à qui je dis prenez plutôt ce médicament le soir parce que ça améliore encore plus la tolérance aux bêta-bloqueurs, et bien qui me disent docteur, j'ai tout essayé pour dormir, hein. Et bien vous savez, depuis 2 mois je vous ai pas vu, c'est la première fois que je dors aussi bien. Je leur dis que c'est parce qu'ils m'ont pas vu, bien sûr. Mais j'ai constaté, alors ça n'est pas démontré tout cela, bien sûr, hein, Serge. Ça n'est pas démontré, mais très honnêtement, dans mon expérience, les gens qui sont déstressés par bêta-bloqueurs, qui l'ont pris assez tôt dans la soirée, parce qu'il faut 1h30, 2 heures avant d'en avoir un flot dans le sang, dorment mieux. Oui, je l'ai constaté personnellement. Et est-ce qu'on peut faire juste avant peut-être une sorte de petite relaxation avant d'aller se coucher, ou même en étant couché le soir relativement tôt, c'est la relaxation minute? Oui, parfaitement. De toute façon, je pense que si on veut bien dormir, tout le monde le sait, il faut une chambre fraîche, il faut se prendre éventuellement une petite douche avant, et pourquoi pas, en effet, une petite séance de relaxation. Moi, il m'arrive de faire une petite cohérence cardiaque rapide 3 minutes avant de dormir. Et tout faire pour essayer d'éviter les tranquillisants. Bien sûr. Le but est celui-là. On sait que les tranquillisants sont de bons médicaments et peuvent nous aider une période de vie. On le sait tous les médecins le savent. Mais ce ne sont pas des médicaments qu'il faut utiliser couramment, c'est évident.
Voilà, et bien vous savez à peu près tout au bout de ces 50 minutes passées avec le docteur Pierre Sedbon, cardiologue, sur l'ordonnance anti-stress. Voilà. Adapté, personnalisé, qui respecte l'écologie de soi, la connaissance de soi, l'alimentation, un peu de magnésium, pourquoi pas des bêta-bloquants, bien dormir. Et une fois qu'on a mis tout ça en place et qu'on a bien respiré... mieux vivre plus longtemps, je crois. Voilà. Allez, on recommande ce livre paru chez Le Duc. Merci d'être passé aujourd'hui, docteur Pierre Sedbon. Merci Serge Rafal, Vladimir Mitz et Serge Surpin à la réalisation No Stressman. À la semaine prochaine. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafal.